que je vous propose comme échange, c'est de partager déjà avec vous quelle est notre ambition chez Schneider Electric dans le parc de nos usines, puisque avant d'être fournisseur de solutions pour l'efficacité énergétique et la transformation digitale, on est, euh, on est un industriel qui avons plus de 200 usines dans le monde et 100 centres de distribution. Et donc, on a voulu déjà implémenter l'ensemble de ces solutions. Donc, je vais commencer par ça avant d'aller dans le détail sur voilà, comment est-ce que ce que l'on propose à nos clients et quelles sont les technologies pragmatiques que l'on peut déployer. Alors Schneider Electric, on a l'ambition d'agir sur les deux côtés de l'équation. Quand je dis des côtés de l'équation, aujourd'hui le challenge c'est que la demande en énergie va doubler et on a une nécessité de diminuer en même temps par deux nos émissions de CO2. Donc au final, en termes d'efficacité, c'est un facteur de 4 que l'on doit trouver dans l'ensemble des activités humaines et notamment dans l'industrie. Donc pour cela, nous, en tant qu'industriels comité sur ces thématiques, on se veut force de proposition pour nos clients, mais on doit être du coup exemplaire sur notre supply chain. Donc on a développé l'ensemble des technologies, on a commencé, et c'est vraiment un processus d'amélioration continue, mais on s'est engagé déjà il y a quelques années dans cette transformation, ce qui nous a déjà permis d'atteindre et d'être reconnu comme étant l'entreprise la plus durable au monde par Corporate Knight. Et aussi, nous faisons partie des 5% des entreprises industrielles qui ont le plus haut niveau de notation dans les notations ESG. Alors comment est-ce qu'on a fait cette transformation? Cette transformation, encore une fois, c'est des processus d'amélioration continue qui ne sont pas nés de par les technologies, c'est des transformations qui ont été vécues déjà depuis des dizaines d'années, donc typiquement 20 ans, l'ensemble de la supply chain, les 200 usines de Schneider Electric et 100 centres de distribution, ce sont des choses qui ont commencé avec des fondations très fortes autour de l'amélioration continue et typiquement du lean manufacturing. Ensuite, petit à petit, avec voilà, la mondialisation, l'émergence des pays asiatiques l'an 2000, il y a eu des simplifications au niveau mondial, une réorganisation de l'ensemble de la supply chain industrielle. Ensuite, on a adapté l'ensemble de cette supply chain, on l'a orienté plus vers les clients, c'est-à-dire que l'ensemble des forecasts, la mise à disposition, l'ensemble de la supply chain a été mis en fait en ligne avec la demande qui vient directement des clients sur les divers marchés. Ça, c'est ce qui s'appelle le Tailored Supply Chain et Tailored Supply Chain 2.0. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de notre supply chain est challengé pour avoir des gains de 7% de productivité par an. C'est un facteur qui est clé. C'est là-dessus que les directeurs d'usines, chacune des usines, prennent les décisions d'investissement afin d'atteindre ces objectifs que le groupe demande aux usines. Et les usines sont au final en compétition entre elles dans la recherche de cette productivité avec cette target de 7%. Une fois qu'on a vu qu'on a cet historique à partir de 2017, on arrivait à un palier. En fait, c'est vraiment le digital qui a permis de continuer et de réaccélérer au final sur ces gains de productivité sur l'ensemble de la supply chain. On a commencé en 2017 avec un premier cas d'usage typiquement en France dans notre usine du Vaudreuil sur la partie digitale. Et on a mis en place un ensemble de gouvernance, de règles et de pratiques et de cas d'usage. Et on a ensuite pu déployer un programme de Smart Factory sur plus de 100 usines au travers du monde et en incluant plus de 100 centres de distribution, distribution centers, des centres de distribution. Alors, évidemment, ce n'est pas toutes les usines qui se sont transformées digitalement. Il y a tout d'abord une évaluation. Ce n'est pas nécessairement, les technologies ne sont pas forcément bénéfiques sur l'ensemble des usines. Ça dépend beaucoup de la production, voilà, des caractéristiques de l'usine. Mais en fait, on a pu, comme ça, c'est comme cela qu'on a pu, de par cette gouvernance, atteindre plus de 100 usines transformées digitalement et, grâce à ce programme Smart Factory entre 2017 et 2022. Et en fait, c'est là où on voit aussi que la digitale est déjà liée à la partie efficacité énergétique et décarbonation, parce que c'est d'avoir l'ensemble de ces usines et de notre supply chain connectée
sur lesquels on a pu construire et déployer un nouveau programme d'entreprise à partir de 2001 qui s'appelle Strive, où là, la partie sustainability, donc développement durable, est au cœur du nouveau programme sur notre supply chain. Et c'est basé vraiment sur les fondations de la transformation digitale qui va nous permettre d'accélérer et d'aller plus loin avec ces sujets sur le développement durable. Et grâce à cela, on a pu se donner des ambitions qui sont parmi les plus ambitieux finalement dans le monde industriel, puisque l'on vise en 2030, d'avoir un impact d'être net zéro, scope 1, scope 2, sans compensation. Alors sans compensation, ça veut dire sans achat énergétique pour compenser éventuellement le carbone qui resterait à gérer. En 2025, on a l'ambition déjà d'être neutre en carbone avec compensation, scope 1, scope 2, scope 1, scope 2, 2030, donc net zéro. En parallèle de ça, nous engageons l'ensemble des fournisseurs. Il faut savoir que Schneider Electric, c'est plus de 14 milliards d'euros d'achats dans le monde, microprocesseurs, métal, barres de cuivre, plastique, enfin, c'est 14 milliards d'euros d'achats, 40 000 fournisseurs dans le monde. Et donc, si on va avoir cet impact sur la planète, on doit embarquer l'ensemble de la supply chain, ce qu'on appelle le scope 3, qui est pour la plupart des industriels relativement difficile à appréhender ou à gérer, parce que là, on va parler ça implique le transport, ça implique voilà, comment est-ce que le fournisseur lui-même construit ses produits. Et donc, on a notre programme. On a un programme où on va demander un engagement sur nos top 1000 fournisseurs de s'engager sur un programme de décarbonation. Et on va les accompagner, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un challenge qu'on leur donne en disant « Ok, on ne travaille pas avec vous », mais on leur dit « Écoutez, nous, on a appris des méthodologies, on a une roadmap, on sait gérer, on a 200 usines qui font du plastique, du métal, du béton, avec tous les procédés que l'on peut trouver dans le monde industriel. Forcément, on va pouvoir vous accompagner pour réussir à décarboner vos opérations et de cette part, continuer à faire partie de l'histoire de Schneider Electric pour faire partie d'une supply chain totalement décarbonée. En parallèle, sur l'ensemble des produits que l'on conçoit, donc ça c'est sur l'impact scope 3, mais vers finalement la clientèle, sur les installations, on développe aujourd'hui des produits où on essaie d'avoir le minimum d'impact carbone. Typiquement, les nouvelles cellules moyenne tension, aujourd'hui, ne fonctionnent plus avec de gaz SF6 qui a un pouvoir un impact sur l'effet de serre qui est 26 000 fois plus important que le CO2. Aujourd'hui, nous avons les technologies pour faire ça sans utiliser ce gaz-là, et l'ensemble des cellules moyenne tension sont aujourd'hui totalement recyclables. Donc ça, c'est une nouvelle série que l'on lance. On a commencé avec le SMR7 et on va continuer sur l'ensemble des gammes de produits. Et ça a un impact phénoménal sur finalement nos clients, les installations, infrastructures, les bâtiments qui utilisent ces produits-là. Et nous avons enfin une finale pour objectif ultime en 2050 d'être net zéro sur sur le scope 1 et 2 de nos opérations et le scope 3 de nos fournisseurs. Alors comment est-ce qu'on drive tout ça derrière? Parce que avant tout, je pourrais vous montrer de la technologie, mais au final aujourd'hui, de la technologie, on en trouve beaucoup, enfin très facilement sur Internet. Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont aujourd'hui explicités, mais au final, je reprends aussi des éléments qui ont été présentés avant et je vais insister sur la partie quelque part gouvernance et la partie humaine. Et ça me semble assez fondamental et c'est vraiment quelque part quelque chose voilà, que je souhaite partager avec vous. C'est-à-dire comment est-ce qu'on a transformé ces 200 usines. Vous pouvez imaginer le challenge que c'est de transformation que c'est pour embarquer les 160 000 collaborateurs de Schneider Electric dans cette transformation, de l'opérateur au management de la ligne, de l'usine, des zones géographiques, en passant par les achats jusqu'à voilà, la direction. Et en fait, c'est pas finalement est-ce que c'est l'un qui doit tirer l'autre, etc. En fait, c'est tout le monde qui doit être impliqué. Donc, ce qui est important de mettre en place, au final, c'est une gouvernance, c'est une méthodologie qui permet d'avoir cette articulation entre une gouvernance qui, en effet, doit venir quelque part top-down, mais aussi suffisamment de liberté dans les usines pour générer de l'innovation dans chaque usine
cette innovation, elle ne doit pas être faite uniquement au niveau de l'usine, mais elle doit pouvoir être faite dans un cadre où, si c'est pertinent, elle doit pouvoir être dupliquée dans un certain nombre d'usines. Donc typiquement, c'est pour ça, en termes de retour d'expérience, chez Schneider Electric, aujourd'hui, on élimine totalement les proof of concept. On ne fait plus de proof of concept. Lorsque des usines investissent pour développer quelque chose, on passe à ce qu'on appelle des pilotes. Et des pilotes, c'est quoi? C'est d'aller au-delà du proof of concept, c'est d'apporter l'ensemble de la documentation pour que si cela réussit, ça soit scalable. Aujourd'hui, il y a énormément de proof of concept qui ne sont, pour le coup, on ne peut pas le mettre à l'échelle. Et c'est problématique. Alors pour diverses raisons, c'est pas documenté, c'est trop spécifique, ça n'a pas été conçu, ça a été vraiment conçu uniquement comme un proof of concept et pas dans l'idée que ça peut être une solution répétitive et déployable à l'échelle. Les problématiques de cybersécurité n'ont pas été intégrées dans le type de solution. Donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que faire un proof of concept aujourd'hui c'est facile. Faire un pilote qui peut être mis facilement à l'échelle et déployable dans un pays ou encore plus à l'échelle mondiale, c'est encore un autre challenge. Et ça, c'est une vraie différenciation. Et aujourd'hui, en tant que fournisseur de solutions, on voit beaucoup d'industriels qui font des proof of concept et qui ont du mal à en sortir. Et c'est important, du coup, lorsqu'on s'engage dans ce genre de transformation, déjà d'avoir un pied dans la mise à l'échelle en même temps que l'on fait le proof of concept. Donc ça, c'est fondamental. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des pilotes. Les pilotes sont standardisés. Et en fait, comme ça, petit à petit, on s'est construit des librairies de solutions, des librairies de cas d'usage, où il y a une gouvernance corporate qui est liée à ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie globale. Et au final, chaque directeur d'usine qui doit atteindre ses objectifs en termes de développement durable et de productivité peut venir piocher dans ce catalogue de solutions et venir justifier les investissements pour implémenter ces solutions dans ces usines. Et c'est ce bon mix, et on le voit aujourd'hui, je discute avec beaucoup de clients, et souvent, il y a soit des solutions qui sont prises en compte qu'au niveau local, et du coup, ok, oui, ça peut avoir un petit impact local, mais du coup, ce n'est pas globalisé sur l'ensemble des usines du même groupe. Soit il y a des solutions top-down qui ont été standardisées et qui du coup sont difficilement implémentables local. Et c'est vraiment l'articulation entre le côté global et local chez les industriels qui peut permettre la prise en compte des intérêts, d'embarquer l'ensemble de l'organisation à la fois dans le digital, mais aussi dans la sustainability, dans le développement durable. Alors, typiquement, un cas d'usage, ça c'est l'usine du Vaudreuil que Julien a présenté brièvement précédemment. Donc c'est des technologies qui sont bien sûr aujourd'hui applicables directement sur l'ensemble des nouvelles usines. Aujourd'hui, il n'y a pas une nouvelle usine sans qu'il y a ce type de technologies qui soient embarquées de base, mais c'est aussi déployable sur des vieilles usines. Donc typiquement, ça c'est une usine de Schneider Electric de 1975 qui a été élue à la fois au World Economic Forum comme étant une vitrine des solutions digitales 4.0, mais aussi, et ça c'est récent, depuis un mois et demi, comme étant une vitrine sur la partie développement durable. Pourquoi? Parce qu'on a développé l'ensemble des solutions, du photovoltaïque avec de la compensation, de la réduction en énergie, du pilotage de l'ensemble des processus industriels au juste enough pour la production, ce qui nous a permis de réduire de plus de 32% la consommation d'énergie. Mais ce n'est pas tout, c'est-à-dire on réduit la consommation d'énergie, on a des processus plus efficaces, donc nécessairement ça a des impacts sur les coûts de maintenance qui ont été aussi réduits via la digitalisation, et cette usine continue d'avoir de l'amélioration de 7% de productivité par an. Alors on voit ici l'ensemble des solutions types qui ont été déployées. On a déployé de la réalité augmentée, de la maintenance prédictive, du cobot, de l'AGV, de l'énergie monitoring, du MES, parce que en effet, comme disait un interlocuteur précédemment, comprendre le TRS d'une machine, savoir gérer, éviter les rebuts, gérer la performance d'une ligne de production, ça a un impact sur la productivité, mais ça a au final aussi un impact sur le développement durable et sur l'efficacité énergétique, vu que moins d'énergie a été utilisée pour produire
des produits qui sont bons qualitativement. Des capteurs non intrusifs, donc et beaucoup de capteurs autour voilà, du Zigbee, de la remontée d'informations, collecte d'informations, agrégation de l'information, des solutions de cybersécurité et d'énergie renouvelable. Alors, fort de savoir-faire, aujourd'hui, l'ensemble de ces centaines de cas d'usage que l'on a déployés dans l'ensemble des usines, on les regroupe finalement autour de 4 thèmes qui sont interdépendants au final les uns des autres. Et c'est comme ça qu'on a construit finalement une vision de proposition de valeur pour nos clients sur l'industrie du futur. Et on met au service de nos clients des services d'accompagnement avec cette ambition-là d'apporter du digital pour de l'efficacité, parce que l'efficacité opérationnelle, c'est quand même le cœur de chaque usine, d'électrique pour décarboner, et aussi, comme il y a eu beaucoup de discussions, ce n'est pas de la technologie pour de la technologie, mais la partie humaine est très importante. Et là-dessus, sur la partie humaine, c'est clair que l'ensemble des déploiements des solutions digitales s'appuie nécessairement sur des fondations très fortes sur l'excellence commerciale et avec des pratiques lean qui doivent être déjà d'un certain niveau. On ne conseille pas, en fait, des clients, on leur dit, non, même des clients qui aujourd'hui, oui, non, on voudra un MES, tout ça, oui, mais pourquoi? Si vous n'avez pas de pratique d'amélioration continue, un MES, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, commençons à mettre en place des pratiques de lean, digitalisons, stabilisons l'ensemble des processus d'amélioration continue, et là, oui, ensuite, prenons les données et les données des outils digitaux pour alimenter ces processus d'amélioration continue. Donc l'humain, oui, il est au cœur. Et aujourd'hui, en effet, ce n'est pas autant des problèmes technologiques que des problèmes de transformation. Quand on dit transformation digitale, alors oui, il y a digital, on se focalise souvent sur la partie, en effet, technologique de la partie digitale, mais il y a la partie transformation. Et transformation, c'est humain. Donc ça, c'est en effet, c'est ce que l'on a vécu dans nos usines. Aujourd'hui, les gens qui accompagnent les industriels, typiquement en France, c'est des ex-directeurs d'usines de Schneider Electric, c'est des gens qui ont fait l'amélioration continue, c'est des gens qui ont fait la transformation digitale au sein de Schneider Electric, qui aujourd'hui sont à disposition de nos clients pour les accompagner. Et, entre guillemets, ça fait aussi certainement la différence par rapport à des cabinets de conseil qui ont été cités précédemment, qui n'ont pas, qui ont si vous voulez, des théories, des templates, c'est très scolaire, mais ils n'ont pas d'usine et ils n'ont pas ce vécu. Nous, les consultants qu'on a en moyenne chez nous, c'est 20 ans d'expérience dans l'amélioration continue, dans le digital, et implémenté chez Schneider Electric, qui est reconnu comme étant l'industriel le plus performant sur le développement durable. Au parallèle de ça, bien sûr, on va apporter l'ensemble des outils digitaux pour augmenter cette amélioration continue. Schneider Electric a racheté du coup AVEVA et Osisoft, si vous avez suivi ces 2-3 dernières années, ce qui fait aujourd'hui de Schneider Electric le leader mondial des softwares industriels pour gérer l'ensemble des opérations. Donc aujourd'hui, voilà, AVEVA, les solutions AVEVA, ex-Wonderware, mais pas que, sont aujourd'hui dans la plupart des sites industriels qui existent. En parallèle de ça, la donnée, là on va parler de la donnée qui est plutôt process, mais on vient la complémenter avec de la donnée de l'efficacité énergétique, parce qu'on pense très fortement que l'efficacité énergétique et la décarbonation et la transformation digitale, c'est la même facette d'une même pièce en fait. Ça peut être géré, en tout cas c'est le cas chez nous, c'est géré par les mêmes équipes en fait, qui font ces transformations. Parce qu'encore une fois, on parle de transformation. Et les outils d'un domaine alimentent les outils de l'autre domaine. Les retours sur investissement se complémentent parce que voilà, quand on améliore du TRS, il y a moins de déchets, du coup on est plus performant sur le côté développement durable. Et quand on met des solutions d'efficacité énergétique, on diminue le coût des produits. Donc en fait, pourquoi voir ça de deux façons différentes? C'est uniquement des problèmes d'organisation. Aujourd'hui, ce qui me frappe sur ce type de programme, et je parlerai ensuite de la partie cybersécurité qui est un pilier critique lorsque l'on digitalise, mais typiquement sur ce type de programme, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on casse les silos en fait. On casse quoi comme silo? On va casser des silos de la partie qualité et du partie process.
Les gens sur l'efficacité énergétique, aujourd'hui, c'est plutôt des sujets qui sont donnés sur les gens qui gèrent les utilités chez les industriels. Mais il n'y a pas forcément de discussion entre le groupe des gens qui gèrent les process, la partie utilities, et si je dois rajouter dans cette transformation les gens qui pilotent la partie cybersécurité qui est plutôt côté IT. Si on met ces quatre, si on dit on a besoin d'un programme de transformation, il y a besoin de ces 4 personnes, finalement on ne fait pas grand-chose parce que c'est très difficile souvent de mettre l'ensemble de ces gens-là autour de la même table. Nous, c'est ce qu'on propose et on pense que c'est fondamental pour aller vite, pour scaler, pour mettre à l'échelle, c'est d'avoir un programme qui prend en compte l'ensemble de ces dimensions et d'avoir l'ensemble des interlocuteurs, l'IT, les gens qui gèrent l'utilities, les gens qui gèrent le process, la qualité, l'amélioration continue. Et ça, à tous les niveaux, à la fois au niveau des usines, mais aussi au niveau corporate, des chiefs manufacturing officer, chief data officer, chief IT officer. Tout ça, on doit les driver dans la même direction. Parce que il ne suffit pas d'avoir quelqu'un au niveau opérationnel qui soit très moteur sur la partie données, sur la partie produit. Si derrière l'IT n'est pas embarqué, et bien du coup, on ne va pas pouvoir connecter les data au cloud. Ça va être un problématique. Le projet va être décalé de 6 mois parce que l'architecture réseau ne supporte pas les technologies. Donc tout ça, c'est important pour être efficace de prendre le temps de construire un projet qui implique l'ensemble de ce savoir-faire. Et entre parenthèses, c'est ce que Schneider Electric aujourd'hui est en capacité, parce que souvent on est connu comme étant fournisseur de matériel, mais aujourd'hui, de par l'expérience dans nos usines et d'autres clients en France, on va avoir une petite vidéo, aujourd'hui on accompagne les clients sur ce type de programme, avec l'ensemble de ces compétences-là, inclut la partie cybersécurité, où aujourd'hui on a plus de 50 personnes qui sont parmi les meilleurs mondiaux pour la gestion de la cybersécurité, et ces gens-là sont basés en France. Voilà, je vous passe un petit exemple d'un programme que l'on déploie avec Nexans, qui est un fabricant mondial, leader mondial de la fabrication de câbles, sur lesquels on déploie un programme de transformation digitale sur l'ensemble de leurs 40 sites industriels. Nous sommes sur le site d'Autun, situé en France. Depuis plus d'un siècle, Nexans est un acteur mondial de la transition énergétique. Sa raison d'être, c'est électrifier l'avenir. Le site d'Autun produit des câbles basse tension pour l'activité bâtiment et alimente le marché de la grande distribution. Ici, ce sont approximativement 20 000 km de câbles qui sont produits mensuellement. Le groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification. Plus sûr, plus durable, renouvelable, décarbonisé et accessible à tous. Avec les équipes de Schneider Electric, il nous est apparu que leur approche était la bonne. Penser grand, agir localement et déployer rapidement. L'objectif est d'accélérer la transformation de Nexans en une entreprise pilotée par la donnée. Nous utilisons le portfolio software EcoStructure de Schneider Electric et Opération d'Aveva qui permet une intégration des capteurs jusqu'à la plateforme cloud. Nous utilisons différentes applications en réponse aux cas d'usage opérationnels tels que le management de l'énergie, la maintenance prédictive ou la performance industrielle en temps réel. Ça va nous servir de fondation à des gains en termes de sécurité pour nos opérateurs, de qualité pour nos productions et de performance industrielle en termes de flexibilité. L'objectif que l'on s'est fixé avec les équipes de Schneider Electric, c'est vraiment d'obtenir un retour sur investissement inférieur à 3 ans. Aveva collecte des données et les transforme en informations contextualisées, utilisables par l'ensemble des métiers de l'entreprise, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Les cas d'usage liés à la transformation digitale vont nous permettre de faire un gain estimé de l'ordre de 20%. Donc le programme de transformation digitale est aussi une aide précieuse dans notre engagement à atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2030. Nous avons pour ambition, grâce au partenariat avec Schneider Electric, de déployer toutes ces solutions digitales dans tous les sites opérationnels du groupe. Donc voilà, on a plusieurs dizaines de clients en France sur lesquels on les accompagne sur ce type de programme. Transformation digitale inclut l'efficacité énergétique, inclut la partie cybersécurisation de leurs architectures OT et IT, et amélioration avec un fondement sur l'amélioration des process de l'amélioration continue. Peut-être un zoom, parce que c'était quand même le sujet cœur, et je voulais pas non plus vous quitter sans vous présenter comment est-ce que nous, on envisage la décarbonation et la gestion de l'énergie. Alors,
ce que l'on voit, c'est que c'est un petit peu par priorité, c'est-à-dire on commence, vous pouvez aller de la gauche à la droite. C'est 4 étapes, et c'est une méthodologie que l'on propose avec nos clients. Bien sûr, c'est adaptable, mais ce que l'on fait d'abord, c'est réduire. Pour décarboner, c'est on réduit la consommation énergétique. Donc, on construit la visibilité, donc energy monitoring, bien mettre les bons capteurs aux bons endroits, s'assurer que ça fonctionne bien, on remonte les données, on fait du SCADA avec, on voit qu'on est capable de monitorer l'énergétique. Ensuite, on agit sur l'efficacité des opérations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment dire, s'il y a des automaticiens dans la salle, aujourd'hui, beaucoup de boucles de régulation ne sont aujourd'hui très peu optimisées. Au final, avoir des gains de 1, 2, 3, 4, 5, 10% sur des processus industriels qui aujourd'hui ne sont pas bien régulés, ça peut être une solution très rapide dans certains cas d'usage. Du pilotage de four, du pilotage surtout sur des aspects typiquement thermiques. On a beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, on travaille avec énormément d'usines de valorisation des déchets et on arrive à avoir des gains énergétiques phénoménaux juste en appliquant des méthodologies de régulation qui permettent de faire une régulation plus juste. Donc ça, on réduit, on ne change pas l'existant, on rend la donnée visible et on agit sur l'ensemble des processus du process, mais aussi des utilités. Faut savoir que dans l'industrie, une bonne partie de l'énergie peut être utilisée à pomper de l'eau ou à pomper de l'air, de la ventilation ou de la climatisation. Souvent, c'est des équipements qui sont sur toit, on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, on accompagne un très grand laboratoire scientifique français sur la rénovation juste de leur CTA. Et les gains sont phénoménaux en fait, et on s'en aperçoit parce que juste là on ne les voit pas, mais au-dessus il y a des équipements phénoménaux et qui sont très consommateurs d'énergie. Donc partie process mais aussi utilité. Ensuite on vient remplacer, c'est-à-dire que là où on va mettre du renouvelable, du panneau solaire, de la gestion en termes de microgrid. Et aussi, il y a des possibilités de changer des équipements qui, alors soit via de l'électrification, au lieu de chauffer avec du gaz, on chauffe en électrique. Aujourd'hui en France, il y a pas mal de projets finalement comme ça. Mais voilà, sur remplacer des équipements très énergivores vers des équipements bas carbone. Ensuite, on vient compenser via des offsets dans les achats énergétiques. Donc aujourd'hui, Schneider Electric est aussi... on n'est pas forcément connu sur ces points-là, mais on est le plus gros fournisseur de Purchase Power Agreement, donc de contrats d'énergie négociés. Alors, beaucoup en Europe, mais surtout aux États-Unis, au final, où on vient apporter des contrats énergétiques avec de l'électricité qui est produite par des fournisseurs bas carbone. Et ensuite, on engage les fournisseurs. Alors ça, c'est une étape. Aujourd'hui, on commence à peine à accompagner certains clients sur ce type de projet. C'est des projets très complexes d'adresser le scope 3 sur la partie transport, sur la partie voire design des produits, sur engager les fournisseurs dans une démarche carbone. Donc nous, on challenge nos fournisseurs. C'est quelque chose qui a démarré l'année dernière et on les aide à construire une roadmap de leur côté qui va participer chez nous. Pour eux, c'est le scope 1 et 2, et pour nous, c'est le scope 3. Mais c'est comme ça qu'on a... C'est la méthodologie que l'on déploie. Donc réduire, 1, réduire, 2, on remplace les équipements à fort impact carbone, 3, ce qui n'est pas remplaçable, on compense via des achats énergétiques décarbonés, et 4, on engage les fournisseurs sur la partie scope 3. Et c'est sur ces sujets-là, on est aussi en mesure d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ces thématiques. Alors, quelques solutions. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps. Quelle heure il est? J'ai combien? Ouais, j'ai 20 minutes, toi, un quart d'heure, un truc comme ça. Allez, ouais, je prends 5 minutes. Je vais peut-être juste 20 minutes. Alors, des solutions qu'on a au portefeuille, alors là, c'est des solutions d'énergie monitoring. C'est ce qu'on appelle chez nous PME. Alors, ce qui a très d'important sur ce type de projet, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est idéalement d'avoir un outil qui se connecte directement à l'existant. C'est-à-dire aujourd'hui, en chance,
quelque part en chance. On a de la chance d'avoir Schneider Electric comme étant leader sur le marché de distribution électrique parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, l'ensemble des produits Schneider Electric de distribution électrique intègrent des mesures énergétiques directement embarquées. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'ajouter des capteurs pour avoir ce type de mesures. Et ça, ces produits sont directement communicants et utilisables avec notre plateforme de logiciel qui a l'ensemble des drivers et qui très simplement vient directement collecter ces données directement de la base installée parce que toute l'usine est équipée avec des produits Schneider Electric qui intègrent le monitoring énergétique dans leur cœur. La variation de vitesse, aujourd'hui, vous prenez des variateurs de vitesse, font de la mesure de performance énergétique. On est les seuls aujourd'hui sur le marché à avoir ce type de produit. Sur voilà, nos breakers, nos UPS, voilà. Donc on a tout ça. Malgré tout, donc c'est des solutions qui ont été voilà, installées dans plus de 25 000 sites industriels de par le monde. Donc c'est une solution très standard avec un nombre de bénéfices. Ce qui est important, c'est de faire un plan de comptage en fait. Lorsqu'on ne sait pas déployer la technologie, c'est que d'abord, il faut quand même avoir une idée de comment déployer ce type de technologie. Donc il y a toujours une phase de... c'est pas un audit, c'est pas vraiment un audit, c'est juste un plan de comptage. C'est juste être pertinent pour que l'outil par la suite soit utilisé au mieux. Donc il y a une première phase qui est plan de comptage et ensuite il y a une phase d'intégration et d'exploitation. Donc ça, c'est un premier cas d'usage, je dirais, c'est la base en fait. On ne peut pas construire autre chose si on n'a pas cette visibilité énergétique, on ne peut pas faire de l'amélioration continue si on ne sait pas piloter. Donc, et je rajoute un élément, c'est qu'aujourd'hui, pour toutes les entreprises qui ont plus industrielles, qui ont plus de 1000 m² de bureaux en leur sein, c'est une obligation. Donc ça va au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, il faut être prêt. Et ce type d'outil permet typiquement d'être ISO 50001 compliant directement. Le deuxième aspect, comme je l'ai évoqué, c'est d'agir sur la partie procédé industriel. Et là, c'est ce qu'on appelle le contrôle avancé. Donc là, c'est d'apporter de l'intelligence d'automatique, pas d'automatisme, mais d'automatique pour modéliser des processus industriels et de trouver la méthodologie la plus performante pour la réguler. Aujourd'hui, la plupart des processus industriels sont juste pilotés par des PID, mais il existe des méthodes de régulation beaucoup plus avancées qui permettent de l'efficacité sans changer d'équipement, d'obtenir une très grande efficacité. Donc le contrôle avancé, ça c'est un point hyper important. Alors ça a des impacts, enfin c'est simple, ça a un impact nécessairement sur l'efficacité énergétique, mais voilà, un processus qui est de toute façon mieux régulé, et aussi se dégrade moins dans le temps puisqu'il y aura moins d'énergie nécessaire, il y aura peut-être moins de vibrations. Donc ça fait partie aussi de la stabilité des processus. Il y a moins les équipements mécaniques sont moins sollicités si au final on apporte l'énergie juste enough pour aboutir au produit final. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gains qui doivent être faits. Beaucoup de processus ne sont pas pilotés avec des moyens de contrôle avancé. Alors ensuite, il y a des architectures. Là, je vous en ai mis une assez simple parce qu'il y a un petit peu tout, mais ce qu'il faut penser, c'est qu'en fait, voilà, il y a des solutions aujourd'hui. On n'a pas besoin sur des équipements existants, sur des lignes existantes, nécessairement de totalement décommissionner la ligne, de la revamper, de l'upgrader, etc. Aujourd'hui, on peut très facilement, avec des solutions type Harmony Hub et Zigbee, venir collecter de la donnée de façon non intrusive. L'ensemble des capteurs, il y a des petites piles dedans. On colle ça, nous on utilise ça dans toutes nos usines. On vient monitorer typiquement sur certaines machines de la température et du courant moteur. Et ça permet déjà de faire de la maintenance prédictive et de voir des courbes de déviation. Donc de façon très simple, Harmony Hub, des capteurs Zigbee, des capteurs de vibration, de consommation énergétique, de température, et il y en a d'autres, sont collectés de façon non intrusive, c'est-à-dire la machine peut tourner, on peut rajouter les capteurs très facilement. Harmony Hub, tout ça c'est venu consolider dans ce qu'on appelle une Edgebox, où on va faire une première agrégation de la donnée, on peut même donner une visualisation locale via un petit HMI, mais idéalement, si on va typiquement faire des cas de maintenance prédictive,
Parce que la maintenance prédictive, alors c'est bien pour réduire les temps rouges sur une ligne, mais c'est aussi réduire les temps rouges sur une ligne, c'est aussi un impact sur le développement durable. On pousse ces données sur la plateforme Aveva. Et là, très simplement, on a des modules cloud qui permettent de modéliser les processus. Et en 5 minutes, eh ben, vous commencez à faire de la maintenance prédictive de façon très simple et très intuitive. Et avec des résultats qui peuvent être disponibles sur le téléphone via des mises en alerte, etc. Donc aujourd'hui, ce type de technologie, c'est plus, c'est pas ça qui a. Enfin, on a tout ça au portefeuille chez Schneider Electric. On est leader sur l'ensemble de ces solutions, mais au-delà de ça, c'est aussi comment ces nouvelles. Enfin, une solution de maintenance prédictive, si les opérateurs ne savent pas comment réagir par rapport à une alerte, ça ne sert à rien en fait. Donc c'est aussi des processus à mettre en place dans les usines pour s'appréhender ce type de technologie. Et là, il y a quelque chose que je voulais justement mentionner parce que ça me semble... Enfin, nous, on a déployé ça sur 200 usines. D'ailleurs, je pouvais montrer une petite vidéo à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Il y en a pour 5 minutes, mais... D'accord. C'est ce qu'on appelle les AIC digitales. Les AIC digitales, c'est en gros l'ensemble du lean management que l'on a digitalisé. Aujourd'hui, on n'a plus de tableaux avec des stickers et avec des dessins au crayon sur un tableau blanc. Enfin, tout ça est digitalisé, ce qui permet de ne pas avoir de perte d'information. Et surtout, ce qui est d'hyper intéressant dans un contexte de transformation, c'est que c'est le meilleur moyen d'impliquer les opérateurs et déjà mettre un pied sur ces nouvelles technologies. Parce qu'on va tellement améliorer la prise de décision, c'est ça que ça accélère ce type d'outil, c'est accélérer la prise de décision managériale. Donc il y a les meetings qui sont faits de pied de ligne, l'information est directement reportée pour les meetings au niveau de l'usine et au niveau du management. Donc tout ça, c'est à définir suivant l'organisation, etc. Mais tout de suite, ils vont voir que leurs problématiques sont rentrées dans un système et c'est tracé, c'est visible. Et il y a des décisions qui sont prises. Et il y a du reporting qui est fait. Et on visualise comme ça l'ensemble de l'amélioration continue. Et ça, c'est clé parce que c'est ce qui permet vraiment d'engager les collaborateurs déjà dans une technologie finalement assez simple, mais déjà qui peut être déjà finalement un gap par rapport à l'existant. Et ça permet typiquement de diminuer la barrière sur les nouvelles technologies, mais de façon fondamentale. Nous, on a déployé ce type de solution sur les 200 usines. Même les usines qui ne sont pas digitalisées ont implémenté ce type de solution, c'est-à-dire sur chaque ligne, il y a par îlot, par zone de process, il y a des écrans de ce type-là, et on vient faire le meeting à 8 h du matin de prise de fonction de la nouvelle équipe, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui est... Alors, on a des outils chez Schneider Electric. On est aussi intégrateur d'outils tierces. En fonction des besoins clients, on sait proposer ce qui est le plus pertinent. Soit ça peut être des outils Schneider, soit des outils qui existent sur le marché. Mais sur ce type de projet, ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas tant l'outil, c'est aussi l'accompagnement qu'il faut avoir derrière pour le mettre en place. Et voilà, parce que derrière, il faut que les opérateurs l'utilisent, sachent entrer les données, comprennent bien quelle est la signification du flag et de la façon dont la chose est rentrée, qu'ils comprennent aussi comment le management va utiliser cet outil-là. Donc il y a tout un accompagnement en termes sur cet outil-là, mais c'est le cœur. Nous, chez beaucoup de clients, en tout cas, ce que l'on conseille, c'est de commencer par ça, avant même d'envisager des programmes type maintenance prédictive, parce que en fait, l'ensemble des autres solutions digitales va pouvoir être intégré finalement dans ce processus d'amélioration continue. Et même les outils vont pouvoir être intégrés dans ce process-là. Donc nous, c'est comme ça qu'on accompagne les clients. Typiquement, aujourd'hui, lorsqu'un client nous dit « Oui, on veut digitaliser, on veut un MES ». OK, qu'est-ce que vous voulez faire un MES? Il y a 11 fonctions différentes. Vous voulez faire de l'ordonnancement, du TRS, enfin, qu'est-ce que vous... Non, OK, non, je veux faire du TRS. OK, vous n'avez pas besoin d'un MES pour faire du TRS. Par contre, comment est-ce que vous gérez votre ligne? Ah ouais, on a fait des formations il y a 10 ans, mais aujourd'hui, on ne fait plus trop. On va faire du TRS et puis on va commencer par ça. Et vous allez voir, déjà là-dessus, vous allez avoir des gains énormes. Et les équipes vont rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et derrière, oui, en effet, on va augmenter avec de nouvelles solutions, mais on y va étape par étape pour que les opérateurs utilisent les outils. Le management utilise les outils.
Et voilà, c'est ça les clés de la transformation digitale, c'est aussi le cadencement, l'appropriation des outils et des méthodologies comme ça, quoi. Voilà. Avec beaucoup de workshops, c'est-à-dire on commence pas, on n'arrive pas du jour au lendemain en disant bon bah ça y est, aujourd'hui on a installé un AIC digital, c'est parti. Non, il y a des meetings de préparation, il y a de l'accompagnement, et petit à petit on monte en puissance, etc. Donc voilà, aujourd'hui c'est comme ça qu'on accompagne nos clients, fort de notre expérience sur nos 200 usines que l'on a de par le monde. Voilà, si vous avez des questions, vous êtes bienvenus. Ça marche, oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Très riche et puis effectivement très, très concrète, hein, avec beaucoup de cas et de technologies qui est très différentes et que l'on peut mettre en œuvre. Également des technologies qui nécessitent beaucoup de préparation. Aussi l'idée qu'il ne faut pas forcément intégrer trop de technologies ou voilà, surdimensionner, je dirais, le process et, par rapport aux besoins que l'on en a. Bon, là-dessus, est-ce que vous avez des questions? Merci. Alors, juste comme ça, pour vous taquiner un peu, c'est maintenance prévisionnelle, pas prédictive, mais avec Schneider, c'est difficile. Hein. Bon, prédictive difficile. maintenance en anglais. Bon, on va pas revenir là-dessus. Alors ça, votre démarche est vraiment très très bien, parce que je l'ai vu sur un site, et quand j'ai posé la question aux opérateurs qui étaient là, c'est quoi ça? Et on m'a répondu, c'est le jojo du chef, ça a coûté un bras et ça ne sert à rien. Voilà. Non mais, il faut être clair. Ma question c'était, est-ce que c'est un développement interne ou vous utilisez l'Active Cockpit de Bosch, l'écran là? Parce qu'ils ont aussi une solution comme ça. Il y a plein de solutions sur le marché, le principe est à peu près le même. On a notre solution en interne, on intègre aussi des solutions concurrentes lorsque c'est plus pertinent. D'accord, donc vous n'êtes pas fermé, vous êtes ouvert à d'autres Ouais, solutions. parce que c'est pas la clé, l'outil. L'outil, c'est la clé, c'est l'accompagnement au déploiement. L'outil, moi, je vous fais une licence, ça coûte pas énormément. Hein. C'est pas très cher. Ce qui va être impactant, là où il ne faut pas se rater, c'est comment est-ce qu'on accompagne les opérateurs dans l'utilisation, le management et digitaliser. En fait, mettre en place un outil alors qu'il n'y a pas du tout de méthodologie lean dans une usine, ben vous prenez la licence, vous la mettez à la poubelle, c'est pareil. Hein. Donc souvent, il y a allez, je dirais un cas sur deux, dans la moitié des cas, il y a déjà des bonnes pratiques en termes de lean. Dans l'autre métier, le client dit ouais, je suis hyper intéressé par ça, mais on commence par un projet juste de lean management. Donc vous accompagnez Oui. vos clients dans cette démarche de sensibilisation Oui. du Ah personnel. oui, oui. Merci. Et d'appropriation. Ouais. D'autres questions? Oui. Alors, je vais recentrer un petit peu sur un point particulier, la maintenance prédictive ou prévisionnelle. Est-ce que vous avez développé l'intelligence qui va, parce que ça ne suffit pas entre mettre un capteur de vibration et une consommation de courant sur une pompe et déterminer la maintenance liée, vous avez développé cette intelligence vraie, du coup? Si vous voulez que je vous présente l'ensemble du portefeuille sur la maintenance prédictive, je pense que ça sera l'objet de la conférence de l'année prochaine. Pardon, refais la question. Techniquement, on peut toujours mettre 3 capteurs de vibration et une mesure de courant sur une pompe. Ça ne nous dira pas quand est-ce qu'elle va foirer ou quand est-ce qu'il faudra faire la maintenance si derrière on n'a pas toute l'intelligence et développer toute la connaissance qui va avec le fonctionnement de la pompe. Ah oui. Absolument. Aujourd'hui, on arrive derrière, j'ai 2-3 cas, je ne peux pas citer les noms, mais des gros industriels qui se sont dit, tiens, on va mettre de la maintenance prédictive. Ils l'ont mis, la technologie, elle y est, mais ils ne savent pas l'utiliser. Et en effet, derrière, il y a en effet de l'accompagnement. Et au final, ce qu'on s'est aperçu chez l'un d'entre eux, c'est qu'au final, ils n'en avaient pas besoin. Parce que déjà, l'équipement était redondant. Donc même quand l'autre tombait en panne, l'autre fonctionnait. Donc au final, ils n'en avaient pas besoin. Et vous, en interne, vous avez développé ou vous avez commencé à développer cette connaissance pure produit ou pas du tout? Alors, oui, on a et à tous les niveaux. On a des variateurs de vitesse qui intègrent la modélisation des pompes. On a les algorithmes qui, dans nos analytiques chez Aveva, qui ont aussi des modèles physiques. Comment dire, il y a au moins 4 ou 5 façons de faire de la modélisation. On a
qu'on appelle ça du model learning. Il y a énormément de solutions sur la maintenance prédictive et d'analytics. Il y a même des solutions très simples aujourd'hui qui peuvent être suffisantes, qui est en effet de monitorer une donnée, une courbe, et lorsqu'il y a un peu de déviation, le système va poser la question, est-ce que c'est normal, pas normal? Donc on clique oui, non. Et petit à petit, comme ça, le modèle va apprendre et petit à petit, le modèle va être de plus en plus performant et uniquement alerté lorsqu'il y a des déviations qui n'ont pas été prises en compte avant. Donc il y a aussi, ça, je dirais, c'est la base, c'est embarqué de façon native sur les technologies AVEVA, ce type où voilà, on met juste 2, 3, on peut mettre jusqu'à entre 5 et 10 données, je ne sais plus c'est quoi la limite. Mais on met une série de données, le système va analyser, lorsqu'il y a des choses, des déviations, il va poser la question, est-ce que c'est normal, pas normal? Et petit à petit, voilà, sur quelques semaines, le modèle commence à être prêt. Est-ce que c'est bien? Oui, dans certains cas d'usage. Est-ce que c'est la méthode pour tout? Ben non. Donc, ouais. Non. Mais il y a beaucoup d'appropriation sur ces méthodes-là. Nous, on accompagne. C'est ce qu'on s'aperçoit au final aussi. Il y a quelques années, on avait beaucoup de solutions technologiques que l'on a déployées. Et très vite, on s'est rendu compte, même en interne, que la technologie, encore une fois, n'était pas réellement la clé. C'était l'implémentation et comment l'opérateur et comment ça s'insère dans le système de l'usine. Qui est-ce qui reçoit l'alarme? Qui est-ce qui va faire l'opération? La signification, la contextualisation de la donnée. Donc, c'est des sujets qui sont presque plus organisationnels que technologiques, en fait, même sur la maintenance prédictive. Puis évidemment, la bonne connaissance, la connaissance parfaite de son équipement, justement de ces équipements critiques notamment, et dans le cadre d'un process, de son propre process. D'autres questions sur ce sujet-là? Oui. Moi, la partie que je veux clarifier, c'est comment la réduction, l'amélioration de certains indicateurs, comme le TRS, permet de réduire la consommation d'énergie. Parce que le TRS, c'est quand même éliminer les gaspillages en termes de temps et de produits, et c'est l'exploitation de tout le temps d'ouverture. Donc, si on exploite tout le temps d'ouverture, on va travailler plus. Donc, en faisant des choses bien. Donc, si de façon ultime, en 4 jours, vous faites, parce que l'usine est hyper performante, en 4 jours, vous faites ce que d'habitude vous faites en 5 jours parce qu'il y a beaucoup de rebut, vous avez gagné une journée de consommation énergétique. C'est pas direct, je vous l'avoue, mais c'est quand même à y penser. Je pense que ça fait partie quand même, quand on parle d'efficacité énergétique, je pense qu'il faut se dire aussi que lorsque l'on travaille et plus décarbonation, c'est-à-dire qu'un rebut, derrière, c'est une poubelle. La poubelle doit être transportée quelque part, doit être recyclée. Donc, un rebut, c'est un rebut. C'est un coût carbone. Du coup, c'est pas vraiment le TRS, mais il y a d'autres indicateurs qui s'ajoutent. Bien sûr, absolument. Ouais, absolument. Merci. Mais ça rejoint un petit peu, si vous voulez, moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est en effet exploiter les méthodologies de l'amélioration continue et du Lean avec un angle efficacité énergétique, voire développement durable. Je pense qu'on peut, les entreprises qui ont mis en place des systèmes performants sur l'amélioration continue doivent intégrer, ça va être beaucoup plus naturel d'intégrer du développement durable dans les processus. Et on peut industrialiser cette façon de faire et aller très vite en fait.